Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro avec Brahim Neid Balk. Où que vous soyez, bonjour, bonsoir, merci d'être fidèle à notre rendez-vous en partenariat avec Garçon Magazine et PIC TV, représenté ce soir par le directeur de cette chaîne X, Michel, j'allais dire Michel Marie, mais non, Cyril. Michel te va très très bien. Cyril Marie, bonsoir. Bonsoir Brahim. Tu as un micro devant toi, tu sais utiliser un micro jusqu'à maintenant, tout va très bien. Alors, le dernier lundi de chaque mois, qui nous accompagne en participant à mon micro pour présenter l'actualité de Pink TV. On reviendra aussi sur les Pinkix Gay Video Awards. Et oui, les résultats sont tombés hier. Les résultats sont tombés hier, des awards, donc de belles surprises et pas mal de gens heureux. Donc on est content. Ouais, tu nous le diras tout à l'heure et tu participeras bien sûr à l'émission. Si tu as des questions à poser à nos invités, tu seras bien sûr le bienvenu. Les associations LGBT constate une augmentation importante des agressions et insultes à caractère homophobe dans les lieux publics, sur les réseaux sociaux, au travail, au sein de la famille. Aujourd'hui, il s'agit de lutter contre la banalisation des propos homophobes. Dans ce cadre, nous recevons une victime, Lies, devenu militant à Stop Homophobie, chargé de la ligne d'écoute. Lies, bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir. Tu vas nous parler tout à l'heure des raisons de ta lutte pour la tolérance avec le secrétaire général de Stop Homophobie, Terence, qui a également accepté notre invitation. Merci d'être là, Terence. Bonsoir. Bonsoir et merci franchement de nous avoir invités. Pour aborder d'autres sujets, nous sommes avec Éric Brulin, qui nous fera découvrir un artiste pas comme les autres. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Brahim. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on va commencer ce soir un cycle de chroniques sur les arts plastiques, alors évidemment avec un angle LGBT. Et ce soir, on va parler de Grayson Perry. Grayson Perry, que tu vas nous faire découvrir tout à l'heure. Nous avons aussi notre ami Nicolas qui présentera tout à l'heure sa chronique Le plus de l'actu. Oui, donc bonsoir Brahim, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Hein. Ce soir, c'est la fête, puisque pourquoi, nom de Dieu, pourquoi la tentation fasciste existe-t-elle encore ? Voilà. Merci à Daniel qui est avec nous, qui est en train de filmer pour notre chaîne YouTube. Et surtout, Isabelle qui est derrière la vitrine aux consoles pour nous maîtriser, nous diriger. On a des petits soucis techniques, mais c'est aussi ça le direct sur Fréquence Paris Pluriel et à mon micro. Oui, bonsoir Isabelle. Bonsoir, un micro qui ne marche pas, et qu'on sait qu'au moment du direct, donc je vais juste demander à Eric de partager son micro avec Cyril et Eric. Avec Nicolas, enfin voilà. Alors les trois, les plans en trois, ils savent faire de toute façon. Alors partagez votre micro, il n'y en a qu'un seul pour trois. Et je voulais juste profiter de ce début d'émission pour passer un petit appel à nos auditrices, en espérant qu'il y en ait encore quelques-unes. Tu es une auditrice, tu es femme et fan d'Homo Micro et tu as envie de rejoindre l'équipe parce que tu penses que tu as des choses à dire à l'antenne, eh bien, n'hésite pas à nous contacter sur Facebook, par exemple. Voilà, nous serons ravis de t'accueillir. Oui. Viens, s'il te plaît, viens, j'ai besoin de femmes. Elle a besoin de femmes et elle a raison. Merci de rester avec nous. Homo Micro. Lies, ta vie est rythmée par des insultes homophobes. Tu es régulièrement harcelé par ton voisinage. Comment ces agressions se traduisent ? Alors, tu habites le département des Hauts-de-Seine, dans la ville de Gennevilliers. Voilà, c'est ça. Alors, j'habite dans le 92, dans la ville de Gennevilliers. Et en fait, dès que les jeunes de mon quartier, de ma ville, ont su que j'étais homosexuel, ils l'ont mal pris en fait. J'avais mis une photo de moi et mon copain sur le réseau social Facebook et clairement dès qu'ils l'ont su, c'était jet de pierre, crachat au visage, sans oublier bien sûr les injures homophobes qui étaient quasi quotidiennes. Alors comment ces agresseurs justifient cette homophobie ? Est-ce qu'ils te disent pourquoi ils t'insultent ?
Oui, bien sûr. Alors, il y en a qui me disent c'est dégueulasse, tu vas aller en enfer, voilà. Pourquoi tu fais comme les Français, t'es dégueulasse, voilà. Comme les Français, mais tu es français. Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi tu fais comme les Français? Comme Voilà. si c'était l'homosexualité était le mal occidental, en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Après, il me parle de religion sans savoir la mienne. Ouais. Voilà, c'est vraiment voilà, agression sur agression dans l'oppression. Alors, agression sur agression, tu as déposé de nombreuses plaintes au commissariat, mais sans résultat à Gennevilliers, encore une fois. Voilà, c'est ça. J'ai déposé aujourd'hui une quinzaine de plaintes qui, malheureusement, ont toutes été classées sans suite par la procureure de Nanterre. Pourquoi sans suite? Apparemment, faute de preuves, mais malheureusement, même quand il y a des preuves, elles sont toujours classées sans suite. Donc j'ai essayé de me renseigner auprès du commissariat, la commissaire, madame, je ne sais plus comment Oui. elle s'appelle. Enfin, la Elle commissaire, m'avait c'est reçu. pas nécessaire de donner le nom des gens, Oui. bien sûr. Ouais. Elle m'avait reçu et elle m'a dit que les procureurs, ils avaient beaucoup trop de plaintes. Et donc, entre une plainte pour injure homophobe et une autre plainte pour atteinte à l'intégrité physique, le choix, il était vite fait. Ouais. C'est souvent ce qui revient, effectivement. Et l'idée d'aller à la rencontre du maire, des associations, pour leur dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui t'interpellent et qui t'insultent et que tu vis mal là où tu habites, c'est entendu. Tu as déjà fait la démarche. Oui, j'ai rencontré il y a environ 2 mois la députée Elsa Faution de ma circonscription et le maire de ma ville, Patrice Leclerc. Mais aujourd'hui, j'ai pas senti que les choses ont bougé. En fait, je les ai rencontrés, mais je les ai pas sentis ambitieux ou j'ai pas senti que je les ai tellement touchés en fait. Comment tu sens ça? Comme une crainte, comme une peur, ou finalement c'est quelque chose qui est banal et qu'à un moment donné on a autre chose à faire qu'à s'occuper des gens qui sont homo? Je pense que ça fait pas partie de quelque chose pour leur électorat, quoi. C'est pas quelque chose qui va faire fonctionner leur électorat. Ouais. Donc ils s'occupent pas trop de ça en Ouais. fait. On en parlera tout à l'heure. Alors Terence, l'IS est loin d'être un cas isolé. Chaque jour en France, de nombreuses personnes sont agressées verbalement ou même physiquement en raison de leur orientation sexuelle. Ces derniers jours, d'ailleurs, il y a eu des actes homophobes qui ont été médiatisés un peu partout. C'était l'occasion de les dénoncer le jour où on s'est tous réunis le 21 octobre sur la place de la République à Paris. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la parole se libère et que les personnes agressées portent de plus en plus plainte sans avoir peur de ce qui peut leur arriver, sans avoir peur de ceux qui les ont agressés, et sans avoir peur eh bien, justement des policiers qui pourraient leur répondre de façon négative à tout ça? Que la parole se libère, oui. Que de plus en plus de personnes portent plainte, pas franchement. Ah oui? Non, on les incite. Vous avez raison, en fait, il y a vraiment une recrudescence. On l'a constaté il y a quelques temps, en fait, on n'avait pas fait nos calculs, nos statistiques, c'est affreux de dire ça, mais et on a effectivement constaté qu'il y avait déjà 300 à 400 agressions supplémentaires par rapport à l'année dernière, agressions physiques. C'est pas uniquement des agressions verbales. Hein. Donc oui, il y a une véritable recrudescence. Effectivement, la parole se libère. Par contre, non, il est difficile. Là, nous avons 5 personnes qui ont été agressées il y a 3 jours. On n'a réussi qu'à inciter une plainte. Ça veut dire que les autres n'ont pas eu l'envie d'aller plus loin dans la procédure pour diverses raisons. Donc Alors c'est ces personnes difficile. vous appellent? Oui, Donc, parce oui, que oui. l'IS, tu t'occupes d'une ligne d'écoute. Donc les gens appellent et qu'est-ce qu'ils disent au bout du fil? Clairement, on les sent désarmés. Beaucoup sont choqués et perdus et n'osent clairement pas aller au commissariat déposer plainte par peur, par honte aussi. Et donc, c'est pour ça heureusement qu'on a plusieurs associations qui, eux, justement, vont les inciter à déposer plainte et même les accompagner comme Stop Homophobie dans les commissariats parce que ça peut être difficile, voire parfois, ils n'arrivent pas à déposer la plainte. Ouais. Voilà. Bon, c'est vrai que les commissariats, la plupart du temps, sont aussi assez débordés. Donc, alors peut-être qu'une plainte comme ça, qu'on a du mal finalement à trouver vraiment les gens qui sont responsables des insultes, tout ça, on se dit, mais finalement, jusqu'où ça ira? Donc, en gros, qu'est-ce qu'on te propose plutôt de pas forcément te montrer, de vivre dans le quartier, de passer à autre chose,
sans forcément... Voilà, de vivre caché en fait. Ouais, ouais. De vivre caché, ce qui n'est pas possible sur la durée en fait. Ouais. On peut pas vivre heureux caché. Terence, donc il y a Stop Homophobie, l'association existe depuis combien de temps maintenant? Elle est constituée en 2013 en fait, mais on était sur les réseaux depuis très longtemps. D'accord. En fait, on s'est constitué justement suite à cette recrudescence des agressions en 2012-2013. Quelle est la différence entre Stop Homophobie et SOS Racisme et bien d'autres encore? Donc, on a toujours le sentiment que tout le monde fait la même chose. Dis-nous un peu pour nous éclaircir. Non, nous sommes toutes complémentaires, Ouais. sincèrement. Heureusement qu'on existe toutes, heureusement qu'on est présent, parce que vu la saturation qui nous arrive à nous, vous avez vu, là, on est vraiment vampirisés. Donc s'il n'y avait pas toutes les associations qui étaient franchement en live, ce serait mort. Parce qu'il y a très clairement un abandon de la politique là-dessus. Vous avez bien vu sur les réseaux, on n'arrête pas de nous dire arrêtez d'en faire une cause nationale. Nous sommes des C'est citoyens. vraiment un abandon politique, vous Oh croyez? oui, Parce que l'actuel oui. gouvernement, il a tendance un peu à vouloir se bouger. Écoutez, on a eu un bon écho du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, effectivement, Ouais. qui a eu un message assez solidaire Ouais, concernant ouais. le problème. Mais autrement, à la mairie de Paris, je ne peux pas nier, beaucoup. Je ne peux pas nier. La mairie de Paris est vraiment présente. On a beaucoup... on a une réelle rapport. En fait, on arrive à discuter, etc. Autrement, non. On a beaucoup de députés, je vous le dis franchement, qui font des effets d'annonce, qui viennent, qui nous contactent en plein dans le rassemblement pour être sûr d'être visibilisés. Mais ensuite, non, pas du tout. Et ensuite, quand on les recontacte derrière pour leur dire, tiens, par exemple, on a une réunion le 10 novembre, un rassemblement, est-ce que vous accepteriez d'intervenir? On n'a même pas de réponse. Ouais. C'est même pas oui ou non. On n'existe pas. Donc non, oui, je vous assure. Mais je pense que vous avez raison. Il y a il y a beaucoup de débordements. Les policiers sont pris en... C'est vrai, il y a beaucoup de violences de partout, je comprends. Alors, il ne faut pas non plus qu'on se mette à hiérarchiser les violences, etc. Mais je comprends. Par contre, il aurait quand même fallu, comme FLAG le demandait depuis des années, l'association des gendarmes et policiers LGBT, il aurait vraiment fallu qu'il y ait un référent dans chaque commissariat. Parce que très clairement, quand on arrive, on est face à des gens qui ne comprennent pas déjà le mot homophobie, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui ne comprennent pas ces histoires d'orientation sexuelle. Pour eux, ça les dépasse. Ouais. Ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas. Alors, ils nous demandent aussi pourquoi il n'y a pas de réaction. Et par exemple, lorsque vous avez demandé qu'est-ce qui se passe actuellement, nous, les 4 derniers cas d'agression, il se trouve que les policiers ont demandé aux victimes et agresseurs de se médiatiser ensemble pour avoir une conciliation. Ah bon? Oui, échangez vos numéros, vous allez voir. Non, bon. Donc voilà comment ça se passe. Donc il aurait fallu qu'il y ait effectivement un référent dans chaque commissariat. Et il aurait fallu qu'il y ait aussi des prospectus, un peu comme la LICRA. Ouais. Il aurait fallu qu'il y ait des prospectus. On peut en faire avec FLAG de façon à ce que les victimes puissent savoir comment réagir, qu'elles sont soutenues, qu'elles sont appuyées, etc. Vous occupez des bureaux, donc un logement qui sert de bureau dans le 15e arrondissement. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un peu à qui appartiennent ces bureaux-là. Et c'est vraiment un message assez touchant de la part d'une dame. Comment vous savez? Vous m'en avez parlé parce que je vous ai Ah, rencontré. ok. Vous allez maintenant nous dire. Ok, oui, ok. Oui, effectivement, mais en fait, c'est un appartement qu'on a obtenu grâce à la présidente de l'association, mais effectivement, on l'a obtenu parce qu'il y a une personne qui s'est défenestrée de cet étage-là, de cet appartement, et qu'on a trouvé que c'était une formidable symbolique. Voilà, on avait la preuve que C'est la maman du jeune qui s'est défenestré, qui nous a donc favorisé, mis à disposition son appartement. Voilà. Que vous utilisez comme sans quoi, effectivement, Ouais. là vous avez raison, nous n'aurions jamais pu intervenir, nous n'aurions pas pu soutenir toutes ces victimes, nous n'aurions pas pu les accompagner, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons eu de soutien de personne. Ouais. Donc merci. Ouais. Lies, pourquoi tu luttes aujourd'hui à Stop Homophobie? Déjà, je voulais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit. C'est en effet, à Paris, il y a plein d'événements pour la cause LGBT. Il y a des drapeaux, il y a des réunions. On a vu la dernière réunion que Madame Hidalgo a fait avec son adjointe et la réunion de la secrétaire d'État chargée de l'égalité des femmes et des hommes et des discriminations maintenant. Mais par derrière, moi personnellement, depuis que je suis dans le milieu militant, j'ai vu aucun acte concret. Les réunions, il y en a plein. Il y a des drapeaux, il y a des passages piétons. Mais voilà, moi, les drapeaux, les passages piétons, quand je me fais agresser,
il me protège pas. Et aujourd'hui, moi, je vois aucun acte concret. Alors moi en tout cas je tenais à te dire que c'est vraiment courageux ce que tu fais parce qu'en ce qui me concerne, moi j'ai été victime d'agression, je te parle de ça il y a à peu près 25 ans et je n'ai jamais eu le courage de dire quoi que ce soit. D'abord à cette époque-là, quand j'avais 25-26 ans, je ne m'assumais pas, mais aussi pour des raisons personnelles où je devais protéger ma famille. J'ai jamais dit et aller porter plainte pour dire que je me suis fait agresser et violer par un certain nombre de types pendant des années, donc je me suis écrasé, je me suis tu. Quand je vois ce que toi tu fais aujourd'hui et organiser ce rassemblement, même si c'est avec des associations LGBT, le 10 novembre à Gennevilliers, je trouve ça quand même assez courageux parce qu'on peut imaginer qu'un jour ou l'autre qu'il y ait des représentances, c'est que à un moment donné, comment tu peux être protégé. Parle-nous un peu de ce rassemblement et ensuite je reviendrai vers Terence qui va nous expliquer un peu comment va s'organiser cette journée du 10. Alors, pourquoi ce rassemblement sur le parvis de la mairie de Gennevilliers? Alors, tout simplement parce que souvent, quand on m'a agressé, en fait, pour rentrer chez moi, il y avait un groupe de jeunes qui restaient dans le quartier. Et quand je rentrais chez moi, depuis qu'ils étaient au courant de mon homosexualité, ils ne voulaient pas que je passe par la place. Donc à chaque fois que je passais, ils me disaient « Pourquoi tu passes par là ?» Espèce de PD, des choses comme ça. C'est comme si c'était, entre guillemets, leur territoire. C'est pour ça que là, ce que je vais faire avec ce rassemblement, pour moi, ce sera une reconquête symbolique. Parce que pour moi, clairement, pour ma part, c'est Gennevilliers en banlieue, quoi. C'est une no-go zone, c'est une zone de non-droit pour les LGBT. Ouais. Donc je vais aller là-bas et dire qu'on est partout sur le territoire et les LGBT ont les mêmes droits partout, sur tout le territoire français. Ce jour-là, tu vas aussi chercher le dialogue avec les élus de la commune. Hein. Voilà, c'est ça, tout à fait. On a d'ailleurs envoyé une invitation à la députée de ma circonscription et le maire de ma ville aussi qui est au courant. Ouais. J'y serai le 10 et l'idéal, ce serait aussi de voir avec le maire comment on pourrait à la limite parler d'homosexualité, même si on peut penser que ça provoque un peu, parler d'homosexualité à la mosquée de Gennevilliers et de leur dire finalement, parce qu'un certain nombre de personnes qui agressent pensent toujours que l'homosexualité chez les musulmans, ça n'existe pas, donc c'est quelque chose qui est complètement... ça n'a pas lieu d'être. Et ce sont souvent les mêmes qui nous agressent quelque part. Donc l'idée d'aller parler d'homosexualité chez les musulmans dans les mosquées et leur parler de notre histoire, de notre vie, ça peut peut-être éclairer un certain nombre de gens, non ? Voilà, c'est ça. C'est, comme vous le dites, on va passer par la pédagogie parce qu'il y en a malheureusement... aujourd'hui, comme clairement la loi n'est pas appliquée pour les injures, les agressions homophobes, donc c'est ce qu'il faut faire, c'est déjà appliquer ces lois et aussi faire de la pédagogie pour les petits comme pour les plus grands qui sont les minorités. Voilà. Comment ensuite l'IS pourrait être protégé, Terence, parce que c'est assez courageux de sa part d'être visible. Comment on le protège actuellement ? On est obligé de le ramener. Ouais. C'est que comme il est relativement présent dans l'association et qu'il tient effectivement, mais il ne tient pas que la ligne d'écoute, hein. Il fait beaucoup d'administration aussi, il fait beaucoup de constats, il prépare les plaintes qu'on envoie à l'avocat. Comment est-ce qu'on est obligé de le protéger actuellement ? On est obligé de on est en train de l'exfiltrer de Gennevilliers pour essayer de lui trouver un appartement dans Paris. Et c'est triste, hein. Et on est obligé de le ramener tous les soirs chez lui, à telle heure, enfin de telle façon à ce qu'il échappe à tous les contrôles de son entourage. Ouais. Donc c'est terrible. Franchement, c'est affreux. C'est pourquoi on est à fond sur lui. Hein. Ouais. On reviendra vers vous donc pour la suite de l'émission. Merci de rester avec nous en tout cas. Homo Micro. Et nous sommes avec Terence et Lies de Stop Homophobie, mais aussi avec notre partenaire de Pink TV, Cyril Marie, qui tout à l'heure nous parlera de son programme et de tous ses projets, mais aussi Eric Brulin, j'allais dire, Nicolas Rividi. Mais Eric, tout de suite, nous allons passer avec toi pour parler des arts plastiques et de la peinture. Alors, tu nous as dit tout à l'heure en introduction que tu nous allais nous parler d'un monsieur, Grayson Perry, si je prononce bien. Exactement. Hein, tu peux nous dire qui est cet artiste pour ceux qui ne connaissent pas, et un jour, j'espère qu'il aura l'occasion d'exposer à la mairie de Gennevilliers. Pourquoi pas, ça serait intéressant en tout cas, de voir la réaction des gens. Oui, Grayson Perry, c'est un artiste contemporain, il est britannique, il est né en 1960.
Il est connu pour être céramiste, il fait aussi de la tapisserie, il fait aussi de la photographie, et c'est un observateur très assidu, très pertinent de l'art contemporain, parce qu'il en dissèque les modes, les préjugés, les travers. Alors, il a exposé un peu partout dans le monde, bien évidemment en Grande-Bretagne, puisqu'il est britannique, je l'ai dit, mais aussi à Amsterdam, aux États-Unis, dans le musée Andy Warhol à Pittsburgh, par exemple, mais aussi au Japon. Donc, vraiment, il est mondialement connu, et il a d'ailleurs reçu le Turner Prize en 2003. Alors, le Turner Prize, c'est un peu le Goncourt pour les artistes plasticiens. Donc, c'est vraiment le top. Alors pourquoi on parle de lui aujourd'hui, de cet artiste dans mon micro? Alors il y a deux raisons. D'abord parce qu'il est dans l'actualité. Il y a une rétrospective de son travail qui est présentée aujourd'hui au musée de la Monnaie. Je vais en parler après. Et puis, bien évidemment, parce que Grayson Perry, c'est une personnalité très à part, une personnalité queer qui joue avec les genres. Il se dit lui-même, il le déclare, il est travesti, crossdresser, comme on dit en anglais. D'ailleurs, quand il a reçu le Turner Prize, il a dit « Il était grand temps qu'un potier travesti reçoive ce prix ». Donc, vous voyez, c'est quelqu'un d'assez étonnant. Il se présente quasi systématiquement dans les interviews habillé en Claire, une femme dont il revêt les vêtements. Et pourtant, il n'est pas homosexuel, il n'est pas bisexuel, il se déclare ni homo ni bi. Il est marié, il a donc une fille également. Mais son terrain d'expression, c'est bien le genre, plus que la sexualité, même si des fois les deux se mêlent un petit peu dans son travail. Alors, son goût pour le travestissement, c'est ancien, hein, c'est pas quelque chose de récent. Il l'a exprimé avant même d'être connu, quand il était adolescent. Il s'habillait déjà en femme, alors ça lui a valu un certain nombre de déboires familiaux, on peut l'imaginer. Et puis dans les années 80, quand il est monté à Londres, eh bien, il a partagé un appartement, il squattait avec un garçon que vous connaissez certainement, qui s'appelle Boy George. Oui. Et tous les deux, eh bien, ils faisaient des soirées incroyables, déguisés en femmes, avec des tenues les plus extravagantes possibles dans le tout Londres. Donc, c'est avec son alter ego Claire, donc cette femme dont il revêt les vêtements, qui est parfois une matrone du 19e siècle, parfois une manifestante anglaise, parfois une simple ménagère, une militante des droits de l'homme, enfin un peu tout ce qu'on veut. C'est dans ces costumes-là qu'il intervient le plus souvent. Et c'est lui qui coud les costumes, c'est lui qui les dessine, même si maintenant il y a des étudiants d'art et de mode qui en font pour Claire, explicitement et volontairement. Et d'ailleurs, il y a une exposition de ces vêtements. Les vêtements de Claire sont exposés à Londres et à Paris en ce moment dans le cadre de l'expo. Alors, il a été aussi au centre de plusieurs documentaires sur le genre, sur le travestissement. Il a aussi rédigé plusieurs autobiographies. Et il y en a une d'entre elles qui s'appelle Grayson Perry, Portrait of the Artist as a Young Girl, qui est un clin d'œil à un ouvrage très connu en Grande-Bretagne de James Joyce qui s'appelle Portrait of an Artist as a Young Man. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer qu'il y avait une femme derrière l'homme. Et la deuxième raison donc, pour laquelle on parle de Grayson Perry ce soir, c'est évidemment pour l'exposition qui lui est consacrée au Musée de la Monnaie. Donc tu as été voir cette exposition et qu'est-ce que tu en penses exactement? Eh bien déjà, c'est un super beau musée. Le Musée de la Monnaie, c'est un très bel endroit que je vous conseille de visiter dans tous les cas. Et c'est un endroit un peu poussiéreux. Vous voyez, un musée de la Monnaie, bon, on se dit que ça va pas être très sexy d'aller là-dedans. Donc ils ont décidé de revitaliser un petit peu leur collection et leur public. Et du coup, Grayson Perry, c'est parfait pour faire ça. Alors, c'est de l'art contemporain. Alors, je voudrais juste faire un tout petit préalable sur l'art contemporain. Il y a eu la FIAC il n'y a pas longtemps. Oui. C'est parfois un peu déstabilisant quand on ne connaît pas trop l'art. J'ai envie de dire, quand on regarde de l'art un peu traditionnel, souvent, on se pose deux questions. On se dit, est-ce que je trouve que c'est beau? Et est-ce que c'est bien réalisé? Bon. Alors, vous oubliez tout ça quand il s'agit d'art contemporain. On s'en fiche de savoir si c'est beau, si c'est bien réalisé. Ce qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce que l'artiste a bien voulu exprimer et pourquoi il l'a exprimé comme ça. Alors justement, venons-en donc à cette exposition. Qu'est-ce qu'on peut y voir exactement? Alors elle dure jusqu'au 3 février, donc vous avez encore le temps d'y aller. Et on voit pour la première fois en France une rétrospective du travail de Grayson Perry. Donc c'est vraiment un aperçu complet sur ce qu'il fait. Et vous allez donc pouvoir y découvrir à la fois son travail de céramique, de tapisserie, le travail qu'il fait sur le tissu, le fer, la photographie. Alors, ce sont des œuvres extrêmement personnelles qui mélangent à la fois la pop culture britannique dans tout ce qu'elle a de plus désuet, de plus kitsch aussi, avec des fragments de la vie de Perry, le plus souvent déguisés ou habillés en Claire. Alors, l'image de Claire, elle est dans toute son œuvre, mais également celle de son ourson, le petit ourson qu'il avait quand il était enfant, qu'il appelait Alan Measles, qui est présent également dans la plupart de ses scènes. Alors, c'est des scènes parfois un peu tragicomiques d'ailleurs, il allie les deux, c'est assez ludique comme art.
Perry, il a un talent d'illustrateur qu'on voit aussi bien dans ses tapisseries que dans ses vases. Alors moi, ce que j'ai aimé et ce que j'aime chez cet artiste, c'est que c'est de l'art contemporain, mais c'est jamais gratuit. Il y a toujours un propos, il y a toujours une histoire. Ces œuvres, elles sont parfois un peu narratives, comme des bandes dessinées ou des romans graphiques. Elles sont foisonnantes, il y a énormément de détails, donc il faut parfois s'arrêter un petit peu pour les regarder, déchiffrer les codes. Mais sa réflexion, elle est toujours guidée par un certain nombre de grandes thématiques qui traversent l'ensemble de son travail. C'est l'identité, donc le genre, la vanité, la sexualité et la spiritualité. Alors il y a un aspect politique fort, un aspect social, sociétal, dans sa façon de questionner la lutte de classe, les différents genres. Et tout cela au travers de motifs qui apparaissent dans des céramiques qui peuvent être très traditionnelles, mais toujours détournés avec des clins d'œil assez improbables et toujours très, très ludiques. Donc il en profite pour critiquer comme ça notre société, les plaisirs, les défauts, les injustices. Il s'attaque à la société de consommation. Alors sur le thème du genre, pour vous donner un exemple, il a fait une odalisque. Alors vous voyez, l'odalisque, c'est cette femme nue, magnifique, qui est allongée sur des draps voluptueux. Et bien là, il lui a mis un beau sexe masculin. Un sexe masculin qui est souvent présent d'ailleurs dans son œuvre, de manière directe ou parfois symbolique. Et c'est un travail, finalement, cette présence des deux genres fait écho à l'une de ses déclarations. Il dit « Être travesti, pour moi, ne signifie pas faire semblant d'être une femme. Il s'agit de porter les vêtements, faisant naître en moi exactement les sentiments que je veux éprouver. » Alors, passez également un petit peu de temps devant son interview. Il y a une vidéo, un entretien. Vous verrez que c'est un artiste vraiment attachant et on sent que le travestissement, c'est quelque chose qu'il vit vraiment. Ce n'est pas un fonds de commerce. Ce n'est pas un moyen pour lui de faire de l'argent. Et vous verrez qu'il a un humour vraiment typiquement britannique. Ouais. En conclusion, Eric, tu nous recommandes d'y aller ? Oui, je vous recommande d'y aller. C'est une exposition qui prend 1h, 1h30. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus le truc qui va vous assommer. Et c'est sympa parce que le lieu est beau et parce que les thématiques abordées sont vraiment intéressantes, font réfléchir. Et pour conclure, je voudrais reprendre les mots de l'artiste qui sont à l'attention de tous les hommes. Hommes, asseyez-vous pour défendre vos droits. Le droit d'être vulnérable, le droit d'être faible, le droit de se tromper, le droit d'être intuitif, le droit de ne pas savoir, le droit de ne pas être sûr, le droit d'être flexible, le droit de n'avoir honte de rien de tout cela. Ouais. Merci Eric, c'est un message aussi qui s'adresse à nos invités, Lies aussi, hein, tout ce que tu viens de dire là. Exactement. Ouais, on a le droit d'être fort. Enfin, je crois que nos invités, ils sont forts. Ouais. Je leur ai dit hors antenne, j'admire ce courage. Mais en même temps, voilà, être soi-même avec tous les défauts qu'on peut avoir, c'est tout à fait autorisé, il n'y a aucun problème. Merci Eric Brulin. Alors écoutez vraiment Eric Brulin parce que je suis sûr qu'un jour il abandonnera mon micro pour rejoindre Arte ou une chaîne très culturelle parce que c'est un mec qui en vaut la peine. Merci Eric. Merci. Homo Micro. Nous sommes toujours avec Lies et Terence de Stop Homophobie, mais aussi Eric Brulin que nous venons d'entendre. Nicolas Rividi, dans quelques instants, il interviendra. Cette émission est en partenariat avec Garçon Magazine, mais aussi Pink TV. Pink TV ce soir est représenté, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, par Cyril Marie, qui a plein de choses à nous dire. Ouais, je vais essayer d'être assez rapide. Ouais, mais tu peux prendre. Déjà, on va parler un petit peu des Awards. Les résultats sont tombés ce week-end. Il y a eu 11 nominations. On peut peut-être les parcourir, les 11, parce que voilà. Donc, le meilleur film étranger, c'est Paris Perfect de Mr. Pam, donc réalisé par une femme. Ça a été tourné à Paris. On l'a reçu l'année dernière chez nous. Il était venu chez Homo Micro et c'est vrai que le film est génial, même si moi, j'avais un petit coup de cœur pour Ultra Fan de Brent Corrigan, qui est pour moi un film absolument fabuleux. Et j'étais un petit peu déçu pour lui, mais bon, voilà, les gens ont voté et il faut accepter le vote démocratique. Bah oui. Après, le meilleur film français, c'est Le goût salé de tes lèvres sucrées. Alors, si vous voyez le film, vous comprendrez pourquoi ce titre. Ça a été réalisé par Riley de Varese, tourné sur la Côte d'Azur, en extérieur. Il faut être courageux pour aller tourner des films porno en extérieur, parce qu'il peut vous arriver pas mal de problèmes. Parce que là, vous avez la vraie expression de l'homosexualité qui s'exprime au grand jour avec des actes, et des fois, c'est pas facile pour eux. Donc, il faut au moins leur reconnaître aussi. Ce sont une forme de... C'est des militants, si quelque part, tous ces gens. Après, on peut passer au meilleur film amateur, c'est HPG, avec Et Taxi, prends-moi.
Et Taxi, ça, prends-moi. Ouais. Et Taxi, prends-moi, c'est une partouze dans un taxi. Ça a fait rire, mais c'est pas le but. Enfin, là aussi, on peut en rire, mais bon. Oui. Après, on va avoir la star de l'année, c'est Mickey Taylor, le petit Anglais, qui a remporté tous les suffrages. Et plutôt bonne nouvelle, je crois qu'il sera à la soirée Cocky Boys. Il va venir peut-être pour rechercher son prix. Ouais. On a aussi La soirée, tu peux rappeler la date alors, d'ailleurs. la Oui. soirée, c'est le 24 novembre. C'est Au au micro, il sera. dépôt. Au Ouais. micro, il sera. Ouais. Je crois que ça sera la soirée qui aura lieu à Paris. Et Dieu sait si je connais bien ce milieu, avec une densité de panstars jamais égalée dans le passé. Ouais. En plus des panstars, il y aura en plus les réalisateurs, les producteurs. Et Brahim sera là. Donc, ça sera la cerise sur le gâteau. On peut continuer avec le newcomer. Oui. Alors, le newcomer, c'est Aaron Asker, qui a été découvert dans Rubbergeddon. Et Aaron, une fois qu'on l'a vu, on ne l'oublie pas. Hein. Le meilleur directeur, c'est Jake Jackson avec The Stillest Hour, qui est un film extrêmement bien maîtrisé. Jake Jackson est un cinéaste un tout petit peu différent. C'est lui qui a produit le film de Bruce LaBruce, qui va être présenté à Chéri Chéri. Ouais. It is not the pornographer that it's perverse. Donc ça sera présenté le 24 novembre à 20h à Chéri Chéri avec l'équipe du film. Et François Sagas sera là puisqu'il est dans le film et il viendra rencontrer le public à la fin de la séance. Le meilleur acteur, Paul Delay, un petit Français, dans Hot Hell Horror Movie, un film avec des effets spéciaux plutôt bien foutus. Je vous invite vraiment à le voir. Alors, je ne sais pas si on bande vraiment avec le film, mais c'est super bien réalisé. Vraiment, il faut le voir. Qui j'ai oublié? Il faut le meilleur actif. Oui. C'est Brahim. Dorian. Non, Mais, non. dans Brian, l'ordre, non. tu es hors course, Ouais. tu es, Non, tu es le meilleur acteur éternel. Non, là, c'est Dorian Marguet que Oui, tu as reçu ici. naturellement, C'est lui bien qui sûr, a été élu le meilleur actif pour étudiant déluré. Il ne joue pas le rôle d'un étudiant, mais il joue plutôt le rôle d'un prof. Ouais. Le meilleur passif, alors, c'est le délicieux Canadien Carter Dane. Non, moi, j'ai cru que tu allais me dire Eric Garnier. Mais non. Non. Non, parce que je ne l'ai pas encore vu à l'action, Non, mais non. je veux bien voir ses vidéos. Carter Dane sera aussi à Paris, le 24 novembre, aussi au dépôt. Le best duo, ça a été Alan King, un petit Espagnol qui a un sourire à vous faire bander. Vraiment, il est délicieux, délicieux, délicieux. Et il est en duo avec Boomer Banks. Oui. Et Alan King, c'est un petit Espagnol et il sera aussi à Paris le 24 novembre. On finit avec la meilleure partouze. Oui. Alors, la meilleure partouze, ce n'est pas l'émission Dans le Mon taxi, Micro, ou même pas Mon Micro, bah. dit à la station. On va finir par en organiser comme ça l'été. Non, prochain. c'est mon film préféré, c'est Ultra Fan, Ouais. qui a eu quand même le prix de la meilleure orgie. Ouais. Voilà, ça c'est les résultats des Awards 2018. Alors, les Cocky Boys à Paris, c'est le 24 novembre. C'est au dépôt. Ça va être une très très grosse soirée avec des shows live, avec des gogos, avec un côté festif comme on a pu rencontrer dans d'autres endroits qui ont un peu disparu. C'est un peu ce que nous on cherche à faire avec les soirées Pink. Je ne sais pas si vous étiez venu aux soirées au Bataclan, mais on avait fait, avant Jean-Paul Gaultier, on avait fait Pink X fait son show au Bataclan il y a 3 ans. Donc c'est un peu sous le même esprit. C'est des soirées festives, sexy, où on va aussi rencontrer les garçons. Et voilà. Et j'espère que les auditeurs de Mon Micro viendront. On y sera en tout cas, donc avec les caméras, grâce à Daniel et à Isabelle qui viendra certainement, je suis sûr. Ah oui, moi je les ai Et tous vus. Alors, Isabelle, elle vient, elle est toute rouge. Oui, elle viendra. Bien sûr, j'ai surtout aimé la catégorie Juste une meilleure petite orgie. chose. Ah oui. Tu as surtout aimé quoi, pardon? La catégorie meilleure orgie. Ouais. Oui, c'est vraiment la catégorie préférée. J'ai beaucoup voté pour celle-là. Et c'est difficile, une orgie. Ouais. Eh oui. Tu voulais poursuivre Juste avec un tout petite chose. J'étais à Berlin ce week-end puisqu'il y a un festival très important qui a lieu depuis des années qui s'appelle le Porn Festival. J'ai juste eu un coup de cœur pour un film, un cours de 20 minutes qui s'appelle Intruder, et pour un film, un autre cours qui montre la sexualité d'un handicapé. Et ça, promis, je vais essayer d'avoir les droits pour pouvoir les mettre sur Pinkflix parce que c'est important. Parler aussi de la sexualité des handicapés, ça, j'aimerais bien qu'on en reparle un jour. Et on aura l'occasion d'inviter des personnes en situation de handicap ici sur le plateau, et ce sera aussi Avec l'occasion plaisir. que tu interviennes. Ah oui, merci. Merci à toi. Merci, tu as été très dynamique et très vif.
Homo Micro. Alors Nicolas, c'est à toi. Ce soir, tu reviens sur l'élection ce dimanche du Brésilien. Jair Bolsonaro, on dit. Ouais. Vas-y, répète après moi. Jair Jair Bolsonaro. Bolsonaro. À la tête du Brésil, c'est marqué Du après. Brésil, ouais, ouais. tu vois. Mais alors, Le papier est bien fait. tu as bien bossé parce que moi je pensais que tu en parlerais la semaine d'après. Ben non, la semaine d'après, Ouais. j'ai pas d'émission. Donc, du coup, c'était forcément aujourd'hui. Ben oui, Brahim, puisque à la suite de l'Italie, il y a quelques mois, voici qu'un nouveau pays avec lequel nous partageons une frontière, puisque effectivement, via la Guyane, nous avons une frontière commune avec le Brésil. Voilà donc un nouveau pays frontalier qui verse dans le fascisme. Alors, élu avec environ 55% des voix, Jair Bolsonaro, qui avait malheureusement échappé à un attentat durant la campagne électorale, est donc devenu hier soir le président du Brésil. Alors le symbole est là, aussi bien pour l'histoire que pour les hordes de milices et de détraqués qui vont se sentir en droit ces prochaines années d'insulter, de harceler, de ratonner, de tabasser et de tuer celles et ceux qui auront été au préalable désignés comme les responsables de la misère ambiante. Alors tous les médias en ont parlé. Non, alors, non. Oui, oui. Non, je disais, Ah tous oui, les d'accord. médias en ont parlé, mais le qualificatif fasciste n'est-il pas tout de même un peu exagéré? Moi, je trouve quand même. Parce que, C'est le bordel ce soir. Hein. Ouais. Non, mais je dis, finalement, les gens ont voté pour lui. Mais on en reparlera si tu veux après l'émission. Mais alors, pas le moins du monde, écoute Brahim. Pour comprendre, je vous renvoie à l'excellente conférence Reconnaître le fascisme donnée par Umberto Eco à l'Université de Columbia en 1994 et disponible depuis quelques mois en version éditée chez Grasset. L'universitaire italien y dresse une carte d'identité du fascisme. Il le définit avant tout comme une idéologie matrice servant d'inspiration aux forces politiques aspirant à l'établissement de régimes autoritaires. Le plus triste et le plus dangereux, et nous le verrons plus loin, c'est que les forces politiques, a priori éloignées de ces tentations-là, demeurent aussi d'excellentes vectrices du fascisme dans la société. Pour Eco, le fascisme pur est défini par une série de caractéristiques dont j'emprunte par ailleurs l'énoncé à Aurélien Barraud. Alors cet énoncé est le suivant: un culte de la tradition, le refus du modernisme au nom d'une idéologie fondée sur le sang et la terre, la défiance envers les intellectuels, l'identification du désaccord avec la trahison, la peur de la différence, l'appel récurrent aux classes moyennes frustrées, le nationalisme et la xénophobie, le mépris des faibles, le culte de la mort, le machisme, auquel on pourrait d'ailleurs ajouter le sexisme, l'homophobie et plus généralement les haines fondées sur le rapport au genre, le populisme qualitatif, la pauvreté syntaxique et lexicale de la langue lorsqu'elle est choisie. Alors par commodité souvent et flemmardise surtout, certains de ces items sont exclusivement rattachés à la droite et à l'extrême droite, comme les valeurs traditionnelles, la haine des élites ou des groupes perçus comme tels. Le retour à un état de nature fantasmé aussi, ou encore le populisme. En revanche, si l'on regarde en détail ces caractéristiques du fascisme, il est facile, autant qu'effrayant, de constater que pas un seul de ces champs n'est oublié dans les discours politiques dont regorge l'actualité, et pas seulement à droite. La question des classes moyennes, par exemple, est assez symptomatique. Voici une notion floue dans laquelle peuvent par conséquent se reconnaître de nombreuses personnes. Cette classe moyenne est au centre de l'attention des partis politiques, tantôt pour un abattement fiscal ou la garantie de sécurité, tantôt pour l'emploi ou bien pour les loisirs. Le mépris des faibles, aussi exprimé avec tant de cynisme par notre président actuel lorsqu'il s'agit de fustiger celles et ceux qui survivent grâce aux allocations ou ceux qui ne sont rien et sillonnent nos gares comme un décor. Et lui aussi la preuve d'une normalisation du fascisme pur tel que décrit par Umberto Eco dans nos sociétés. Bref, avec une naïveté confondante, la plupart des leaders politiques reprennent à leur compte les traits idéologiques du fascisme pur, du fascisme historique. En gros, tous pourris, c'est ça? Eh ben non, pas tous pourris, en tout cas pas consciemment. Le danger du fascisme en fait réside dans sa capacité à infuser lentement. Sa temporalité le rend presque imperceptible. Prenons un exemple. Nous savons tous définir facilement ce que peuvent être des cheveux courts. De la même façon, nous pouvons sans trop de soucis nous forger une image mentale de ce que peuvent être des cheveux longs. En revanche, il nous sera beaucoup plus difficile d'avoir une représentation claire de cheveux qui poussent. On sait que les cheveux ont poussé quand ils sont longs. De la même façon, s'il est aisé de définir ce qui caractérise une société sans fascisme et une société dirigée par cette idéologie, il est difficile de suivre le processus qui fait passer du premier état au second. La fiction s'est d'ailleurs souvent emparée de ce sujet-là, qu'il s'agisse de films, de romans ou de nouvelles. Et c'est dans ce vide, dans ce flou, que germent les graines les plus fétides de... Alors, j'ai perdu le fil. plus fétides
toujours sans en avoir l'air, soutenues qu'elles sont d'ailleurs par le bon sens qui supplante trop souvent la raison. Nous sommes partout en Europe et dans d'autres pays du monde dans cette période durant lesquelles le fascisme s'installe, s'infuse, à tel point que plus personne ne s'en inquiète ni ne s'en émeut plus. Plutôt que de répondre aux angoisses irrationnelles de leur peuple, les dirigeants n'ont de cesse de les remettre dans le sens de la pente. Après tout, un peu de fascisme ne peut pas faire de mal, on n'aura qu'à dire que c'était une soupape. De plus, la montée du fascisme s'accompagne presque toujours de l'émergence de réalités alternatives, faites de mensonges et de contre-vérités, érigées en arguments politiques. Cela est flagrant chez Trump, par exemple, Salvini, Orban, Erdogan, ou même plus proche de chez nous, et je vais me faire taper sur les doigts évidemment, mais Mélenchon, Wauquiez, Le Pen. Ces gens vivent dans des éthers qui sont hermétiquement clos au règne de la raison. Et évidemment, tous rejettent sur les autres l'accusation d'être des agents de propagation du fascisme. La droite accuse le laxisme migratoire et sécuritaire de la gauche, tandis que la gauche, elle, pointe le capitalisme sauvage. L'une et l'autre oublient que le fascisme n'a pas de couleur politique. Il faut d'ailleurs noter que les paramètres économiques ne rentrent pas en ligne de compte dans les caractéristiques du fascisme telles que livrées par Umberto Eco, ce qui tord le cou à l'idée, par ailleurs, que le fascisme puiserait sa force dans la seule dégradation de la situation économique. D'ailleurs, au Brésil, ce week-end, ce sont les moins précarisés, des universitaires essentiellement, qui ont massivement voté pour Bolsonaro, alors que les plus pauvres et les plus précaires, eux, se sont portés sur la candidature de Haddad, le candidat malheureux du Parti des travailleurs, le parti de Lula da Silva, qui est actuellement en prison. Il n'y a finalement qu'une seule certitude, elle, soutenue par l'histoire, quand le fascisme arrive finalement au pouvoir, c'est qu'il y est en fait depuis déjà longtemps. La haine, la violence, le rejet et l'exclusion sont ses ferments, et à la fin, il aura tué tout le monde. Et le plus de l'actu ce soir, Nicolas? Il y a une question redondante autant qu'angoissante lorsque le sujet du fascisme est abordé. Elle est la suivante. Courons-nous ce risque en France? Devons-nous craindre l'arrivée au pouvoir de mouvements d'inspiration fasciste? Il est assez triste de constater que ceux qui posent ces questions considèrent en fait qu'il y a encore un espoir ou quelque chose à sauver. En fait, nous avons déjà basculé. Nous vivons aujourd'hui dans un pays qui est prêt à accueillir le fascisme. À ce compte-là, les peuples qui permettent l'arrivée au pouvoir du fascisme sont bien des complices et non des victimes. On ne peut pas l'accepter et le seul moyen de s'en défaire, c'est de lutter encore avec tous les moyens, et y compris ceux dont l'efficacité défie la morale. Merci, et on va lutter encore une fois. Merci Nicolas pour cette formidable chronique. Homo Micro. Et on finit rapidement cette émission. Nous avons en ligne Jean-Paul Genka qui va simplement nous dire qu'il y a un salon à ne pas rater ce samedi dans le 4e arrondissement à Paris. Oui, bonsoir Jean-Paul. Brahim, bonsoir au micro. Le salon en question, c'est le 5e salon BD et images LGBT Paris. Oui. Donc, qui se tient ce samedi 3 novembre de 10h à 18h à la mairie du 4e arrondissement. Donc, 2 places Baudoyer dans le 4e arrondissement de Paris. Et nous y serons, donc on en est à combien de salons maintenant jusqu'à... Celui-là sera le 5e. Le 5e. Hein. Voilà. Et il réunira une bonne trentaine d'auteurs, ouais. Qui peuvent être des auteurs de BD, mais aussi des gens qui font des images sous forme d'illustrations, d'images, de peinture, enfin un peu tout. Ouais. En tout cas, Homo Micro y sera. Rappelle-nous donc l'adresse de la mairie du 4e arrondissement, la mairie le métro. Du 4e arrondissement se trouve 2 places Baudoyer, donc dans le 4e arrondissement de Paris. Les métros les plus proches sont Hôtel de Ville et Saint-Paul. On a également près des arrêts d'autobus 67, oui. 69, 76 et 96. Et je précise que l'événement est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. On en a parlé. Et c'est gratuit, bien sûr. Voilà. Merci Jean-Paul et à samedi. À samedi. À samedi, merci. Nous allons finir avec Tétu avant de passer
la main à nos invités. Eric, tu avais à dire Oui, un message rapide de Romain Burel que nous avions reçu ici même il y a 15 jours, je crois, pour vous encourager à aller soutenir Tétu pour que les médias LGBT vivent nombreux en France. C'est important, surtout en ces périodes. Donc si vous voulez soutenir Tétu, c'est très simple. Rendez-vous sur Internet, www.plustêtuquejamais.com, comme ça s'écrit. Et vous allez ici pouvoir soutenir Tétu et favoriser la renaissance à la fois du magazine et le prolongement du site. Merci Eric et vive Tétu. On finit avec Liès et Terence. Alors rappelle-nous Liès, le rassemblement à Gennevilliers le 10 novembre prochain. Oui, donc le rassemblement il aura lieu samedi 10 novembre de 14h à 18h sur le parvis de la mairie de Gennevilliers. Ouais. D'ailleurs, j'ai même fait une page spéciale pour ça sur Facebook. Ouais. Et Terence, le site internet pour le numéro de téléphone où les gens peuvent joindre Stop Homophobie. Stophomophobie.com.org.fr. Vous l'avez, Stop Homophobie. Sinon, la ligne d'écoute, c'est 07 71 80 08 71. 07 71 80 08 71. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci d'avoir été répondu à l'invitation et à très vite. On vous embrasse. Ciao. Merci. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro avec Brahim Neidbalk.